Le 1er mai 1960, en URSS, c'est la journée de solidarité des travailleurs, journée des défilés militaires et des démonstrations au peuple de l'Union soviétique du succès inébranlable du communisme. Cependant, à la station radar au Kazakhstan, ce n'est pas le moment de célébrer. L'alarme retentit. On sait que c'est un avion espion. Cette tache sur le radar a été une épine dans le côté de l'URSS pendant un demi-siècle. Malheureusement, les soldats soviétiques ne pouvaient pas faire grand-chose avec un avion volant à une altitude inimaginable de 70 000 pieds. Ils connaissent le nom de leur ennemi juré, dont ils chuchotent lors de réunions secrètes. U-2. Comment est-il possible que les Américains aient quelque chose qui vole si haut et si vite? Les missiles et les intercepteurs soviétiques n'ont pas réussi à y faire face. C'était jusqu'à aujourd'hui. Le haut commandement lance toutes ses forces pour intercepter l'avion américain, qui se dirige vers le centre même de l'Union soviétique, là où l'U-2 n'a pas encore volé. Le général de brigade Solodovnikov reçoit des nouvelles de ce qui se passe, ce qui le rend furieux. Les grades supérieurs ont longtemps été furieux contre les vols U-2 et exigent des résultats immédiats. Sous une pression énorme, il décide de faire tomber l'avion, peu importe ce que cela lui coûte. Il ordonne immédiatement que tous les missiles solaires soient mis en état d'alerte le long de la trajectoire de vol et que tous les commandants d'unités aériennes effectuent une interception. Sur le terrain d'entraînement près de Sverdlovsk, le major Mikhail Voronov ajuste son uniforme de parade, se préparant à rencontrer des officiers d'autres divisions voisines. Comme aujourd'hui est un jour férié, beaucoup profitent de l'occasion pour prendre un jour de congé. Soudain, il reçoit un appel urgent du quartier général. Un avion espion américain approche et Voronov doit se rendre immédiatement à son poste. Pris au dépourvu, Voronov se dépêche de convoquer tous les soldats de son unité qui ne sont pas encore partis en vacances. Pendant ce temps, à bord de l'U-2, le pilote Francis Gary Powers de la CIA suit calmement et méthodiquement le plan de vol. Ignorant ce qui se passe en dessous, il tient l'avion à plat, survolant Chelyabinsk 65, une installation secrète de production de plutonium. Sous l'U-2, à une altitude de 30 000 pieds, MiG-19 vole. Le pilote a du mal à voir l'U-2 d'ici et n'a aucun moyen de l'abattre en raison de la différence d'altitude. Mais il reste dans son ombre et rapporte son emplacement. Quelque part à proximité se trouve le Su-9, qui vient de sortir de l'usine. Le pilote livre l'avion à la base aérienne sans armes et sans costume spécial, quand il reçoit un message alarmant du général de brigade lui-même, avec l'ordre de trouver et d'abattre l'Américain. Le pilote Mentukov est choqué. Il tente de contester l'ordre, mais le général de brigade le déchire. « Aborde le violateur, c'est un ordre !» entend-il à la radio. Une fois dans une situation désespérée, le pilote répond courageusement. « Prenez soin de ma famille, d'accord ?» et se précipite à la poursuite. De retour sur le site du système de défense anti-aérienne, le major et ses soldats s'empressent de remettre en état de fonctionnement la batterie de missiles solaires S-75 Advina avant le survol de l'intrus. Les combattants retirent les couvertures météorologiques, déballent les radars, démarrent les générateurs, vérifient et revérifient chaque système pour qu'il soit allumé et prêt à être lancé. Le lanceur est déclaré prêt à fonctionner quelques minutes avant que Powers ne s'envole dans le ciel. Dans les airs, le pilote Su-9 a du mal. Il reçoit constamment des transmissions dans l'oreille où on lui crie où se trouve l'intrus et ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Mais quoi que Su-9 fasse, il ne peut pas voir un Américain. À cette altitude, il doit souvent utiliser une caméra de post-combustion, mais sans voir le U-2. Il ne gaspille que du carburant précieux. À l'emplacement du système de défense aérienne, un signal apparaît sur le radar, puis un second signal à une altitude inférieure. L'opérateur radar sélectionne un signal plus élevé et le système le capture rapidement. « Lancez S3 !» ordonne le major. L'opérateur appuie sur un bouton et la fusée se détache de la plateforme. Elle serpente dans les airs à gauche et à droite, prenant de l'altitude, avant de finalement s'aligner et de se diriger vers la cible. C'est son premier lancement de fusée et l'opérateur la regarde avec enthousiasme, oubliant de lancer les deux autres.
commande le major Voronov. Mais il est trop tard, la cible est perdue. Le commandement avertit le pilote Su-9 des missiles qui s'approchent, et il arrête immédiatement la poursuite en s'éloignant vers un endroit sûr. Du sol, le major voit l'U-2 et la fusée sur l'écran radar. À chaque mise à jour du radar, les signaux se rapprochent, de plus en plus près. Une fusée explose derrière l'avion. Alors qu'il se trouve à l'intérieur du U-2, Powers voit le ciel soudainement teinté d'orange. Puis, il sent une poussée vers l'avant. L'avion commence à rouler sur le côté. Powers aligne les commandes, mais ici, l'avion se penche le nez vers le bas, puis le nez vers le haut. La queue est arrachée et il ne peut rien faire. L'U-2 commence alors à s'incliner et les ailes se détachent du fuselage. L'U-2 commence à tomber d'une hauteur de 70 000 pieds dans le ciel. Powers se remet du choc. Les avertissements sont allumés sur le tableau de bord et l'indicateur d'altitude diminue rapidement. En agissant rapidement, il se libère des sangles et ouvre la lanterne de la cabine. Il n'a pas le temps de détruire la chambre ultra secrète, car la cabine est immédiatement dépressurisée. Le flux d'air arrache la lanterne de la cabine et éjecte Powers de l'avion. Le fort flux d'air rend difficile la vision de Powers. Il est coincé à mi-chemin de l'avion, accroché à un tube à oxygène. Le vent le pousse vers le fuselage qui tombe. Il tombe à travers les nuages, luttant désespérément pour sa vie. Il se bat avec un tube. Chaque seconde semble être une éternité. Enfin, il l'arrache et le vent l'emporte. L'avion est retiré et il libère le parachute. Lors de la descente en parachute, Powers jette la carte et il démonte $1 d'argent accroché à son cou, qui contenait une épingle à injection de poison. Il cache une épingle empoisonnée dans son uniforme, mais ne l'utilise pas. Il espérait toujours s'échapper. De retour sur le site du système de défense aérienne, les hommes voient 2 signaux radars entrer en contact.